Mardi, le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés qui sont en conclave à Khartoum ont paraphé le document final. Le nouvel accord de paix destiné à mettre fin à des années de violence en Centrafrique a été conclu samedi. Le ministre camerounais délégué à la justice a fait un rapprochement entre la situation des Juifs en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale et celle de l'ethnie bamileke camerounaise, des propos que le pays dit regretter. Au moins 17 personnes ont été tuées en fin de week-end dans le nord-est de la Guinée. C'était dans un éboulement sur un terrain aurifère. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Laurent Gbagbo a quitté les Pays-Bas en début de soirée mardi, selon la correspondante de RFI à La Haye. C'est à 20h30 que Laurent Gbagbo a quitté son hôtel, escorté par des officiels de sécurité de la CPI, avant d'être remis aux autorités belges peu avant 22h. Sa libération reste limitée aux conditions arrêtées par la chambre d'appel. Laurent Gbagbo ne sera pas autorisé à quitter sa municipalité de résidence, probablement Bruxelles, où se trouve son épouse et l'un de ses fils, sans obtenir l'autorisation préalable de la CPI et des autorités belges. Il devra également pointer chaque semaine et ne sera pas autorisé à s'exprimer publiquement sur son affaire. La procureure a indiqué qu'elle pourrait faire appel de son acquittement une fois qu'elle aura donc été remis le jugement d'acquittement par écrit. Mais sa rédaction pourrait prendre plusieurs mois. Nous reviendrons donc sur les conditions de remise de Laurent Gbagbo aux autorités de la Belgique dans nos prochaines éditions. Le Cameroun, à travers un communiqué, a exprimé à Israël ses sincères regrets suite aux propos d'un ministre. Le ministre délégué à la justice avait fait un rapprochement entre la situation des Juifs en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale et celle de l'ethnie bamileke camerounaise. Reportage. Jusqu'à mardi, aucune sanction n'a été prononcée. Mais le gouvernement a dit déplorer les propos de Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice de la République du Cameroun. Selon le ministre de la Communication, le responsable politique concerné s'exprimait à titre personnel. Tout est parti d'une émission télévisée de grande écoute qui a eu lieu dimanche. Jean de Dieu Momo a déclaré, je cite, « En Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques, précisant qu'il évoquait les Juifs. Ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré, puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis ses populations dans les chambres à gaz. » Le ministre a dans la foulée fait un rapprochement avec l'ethnie bamileke camerounaise, dont lui-même est issu, ainsi que Maurice Kamto, principal opposant, actuellement emprisonné. Dès le lendemain, l'ambassade d'Israël au Cameroun avait condamné fermement ses propos, estimant que ce ministre avait ainsi justifié l'Holocauste perpétré par l'Allemagne nazie. Elle s'était dite outragée par cette sortie qui décrit avec légèreté une histoire aussi triste et tragique de l'humanité. Au moins 17 personnes ont été tuées en fin de week-end dans le nord-est de la Guinée. C'était dans un éboulement sur un terrain aurifère. L'éboulement de terrain est survenu sur une mine d'or dans la région de Sigiri, en Guinée. L'information a été donnée lundi par le lieutenant de gendarmerie Marcus Bangoura. 17 personnes au moins ont péri dans ce drame. Et le bilan de 17 morts est nettement provisoire, d'après le lieutenant, puisque les villageois ont indiqué que beaucoup d'autres personnes manquent encore à l'appel. Le drame s'est produit aux environs de 20h dimanche et les villageois ont eu beaucoup de mal à porter secours aux personnes ensevelies, faute de moyens. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. La région de Sigiri compte à elle seule plus de 20 000 orpailleurs selon les sources officielles. Ces mineurs clandestins viennent outre de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Le pays a engagé des efforts pour freiner l'exploitation sauvage des zones aurifères, avec notamment l'organisation le 6 février 2017 pour la première fois d'une journée nationale des orpailleurs. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est prononcé lors de la conférence African Mining Ndamba en Afrique du Sud. Il a notamment appelé à la transformation du secteur minier en Afrique. Images et son. Pour Nana Akufo-Addo, il est nécessaire que le gouvernement et les sociétés minières collaborent de manière intelligente et durable.
Des propos forts tenus à Cape Town, en Afrique du Sud, aux activités de Minin Indaba, édition 2019. Ce forum est organisé du 4 au 6 février sous le thème « La diversité dans les mines et le développement durable ». Cette édition 2019 marque le 25e anniversaire de Minin Indaba. Même si, au fil des ans, quelques sociétés minières ont complémenté le travail du gouvernement dans ces collectivités, je suis certain qu'on peut faire beaucoup plus pour transformer les collectivités si le gouvernement et les sociétés minières collaborent de manière intelligente et durable. L'Afrique a rendu le monde riche grâce à ses minéraux. Nos pierres précieuses ornent les couronnes et les maisons dans le monde entier. Il est temps de faire prospérer l'Afrique et de permettre à son peuple d'atteindre un niveau de vie digne. Rejoignez-nous dans ce projet passionnant pour une croissance économique durable. Plusieurs autres thèmes sont abordés tels que l'importance de l'exploitation minière de cobalt, éthique en RDC et ses avantages sur la technologie. Des responsables de différentes sociétés minières, y compris des multinationales opérant en RDC, participent à ce forum minier. C'est aussi tenu un débat d'experts sur le rôle des communautés dans l'avenir de l'industrie minière en Afrique. Plus de 6 000 délégués ont confirmé leur participation, dont plus de 900 dirigeants miniers, plus de 500 investisseurs, ainsi que plus de 35 ministres africains en charge des mines. Un document commun a été paraphé mardi par le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés à Khartoum. Le nouvel accord de paix destiné à mettre fin à des années de violence en Centrafrique a été conclu samedi. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, au nom du gouvernement, a paraphé le document de sortie de crise. Omar El-Béchir, dont le pays a accueilli les négociations conduites par l'Union africaine et l'ONU, était présent à la cérémonie. C'est à Bangui, la capitale centrafricaine, qu'aura lieu dans les prochains jours la signature de l'accord de Khartoum. Cependant, le gouvernement et la présidence de Centrafrique n'ont pas précisé de date. De même que le contenu de l'accord, aucun détail n'a été encore diffusé. Selon le chef de la délégation gouvernementale de Centrafrique, le contenu sera rendu public après la signature. Lancées le 25 janvier à l'initiative de l'Union africaine, les négociations de Khartoum ont rassemblé les principaux chefs des groupes armés et une importante délégation gouvernementale. Pas moins de 7 accords de paix ont été signés en 5 ans, sans qu'aucun n'aboutisse au retour de la stabilité. La Centrafrique est riche en diamants, or et uranium. Les groupes armés, qui contrôlent de 70% à 80% du territoire, s'y affrontent pour le contrôle de ces richesses. On reste dans le pays où de nombreuses crises politiques perturbent la vie des Centrafricains depuis des années. Mais certains citoyens, au lieu de s'installer définitivement à l'étranger, ont décidé de revenir au pays. Ils s'impliquent dans tous les secteurs malgré les dangers. On les appelle les REPAD. Reportage. Sur son sidecar, Auguste se rend dans son exploitation agricole près de la capitale centrafricaine. À Bangui, Clément Ndotizo poursuit ses investissements en attendant la rentrée du Parlement où il a été élu député. Quant à Faye Adjoued, il fait ses dernières répétitions avant un concert. Leur point commun, ce sont des répates, des Centrafricains, expatriés en France, qui ont décidé de rentrer à Bangui malgré les crises qui secouent le pays. Moi, quand je rentrais, d'abord mes compatriotes à Paris me disaient « Il est fou ce monsieur ». Fou, Clément Ndotizo ne l'est assurément pas. En France, son entreprise peinait à décoller. À Bangui, il a créé l'une des plus grosses sociétés du pays, avant d'être élu député. Dans son immense villa, il se félicite d'avoir fait le choix de rentrer. Ok, parce que je vois ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes et tout, vous voyez que j'ai vraiment fait un bon choix pour rentrer chez moi aujourd'hui. Dans son exploitation agricole, Auguste Ogoula arbore aussi un grand sourire. Il est revenu en 2008, en vacances, et n'est plus jamais reparti. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte des opportunités et de tout ce qu'on pouvait faire dans ce pays. Depuis son retour, Auguste a lancé un bar à concert, une boulangerie, ainsi qu'un bassin de pisciculture. Il aimerait que d'autres Africains fassent le choix du retour. On est en train de perdre beaucoup de talent et beaucoup
de cerveau et de talent, je pourrais le dire comme ça, quoi. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas, qui étaient ici talentueux, qui se sont perdus dans la masse en Europe, parce qu'il y a, la concurrence est beaucoup plus évoluée. Il y a beaucoup plus de concurrence, je dirais, qu'il y a en Afrique. Une concurrence moins féroce et plus d'opportunités économiques. Voilà les raisons avancées par ceux qui ont choisi de retourner en Centrafrique. Une explication paradoxale que Faya Dred raconte dans ses chansons. L'Assemblée nationale, puis le Sénat du moins malgache, ont tour à tour voté pour autoriser le nouveau président du pays, André Rajoelina, à légiférer par ordonnance. Ceci jusqu'à la tenue des élections législatives prévues le 27 mai prochain. Les précisions. Mardi matin, les 52 sénateurs présents ont approuvé le projet de loi déléguant provisoirement leur pouvoir de légiférer au chef de l'État, imitant leurs collègues députés qu'il avait entériné vendredi par 95 voix sur 102. Le texte a été adopté pour permettre au chef de l'État de prendre ses premières mesures rapidement. Le mandat des députés s'achève officiellement ce mardi et leurs successeurs ne seront élus que le 27 mai. Les résultats des élections législatives devraient être connus au plus tard le 2 juillet, a indiqué mardi devant les sénateurs le ministre de l'Intérieur. Élu en décembre au terme d'une féroce bataille avec son rival Marc Ravalomanana, André Rajoelina a promis de sortir la grande île de la pauvreté extrême, de relancer l'économie et de créer des emplois ainsi que de lutter contre la criminalité. Entre autres mesures immédiates, il a notamment annoncé la construction d'un pipeline de 225 km pour amener de l'eau potable dans le sud du pays frappé par la sécheresse, dont la population souffre de malnutrition. Rajoelina avait déjà dirigé le pays de 2009 à 2014. Les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis pour un sommet ce mardi à Ouagadougou. Objectif impérativement réfléchir à des solutions pour tenter d'enrayer la spirale infernale dans laquelle s'enfonce le Burkina Faso. Les attaques djihadistes s'y multiplient avec encore 14 personnes tuées lundi. Les images. Le Burkina Faso, hôte de ce sommet qui était parmi les pays les plus paisibles au moment de la création du G5 Sahel, est aujourd'hui victime d'attaques de terroristes aux visées obscurantistes, a constaté l'ancien chef d'État burundais Pierre Buyoya, représentant de l'Union africaine au sommet. L'Union africaine exprime sa solidarité et sa compassion au gouvernement et au peuple burkinabé et les encourage à se mobiliser pour résister ensemble dans l'unité aux actions de déstabilisation des groupes terroristes. Elle les exhorte à fermer toutes les brèches permettant à l'ennemi de prospérer, a-t-il conseillé. Lundi à l'aube, 14 civils ont été tués dans le nord du Burkina à Ken, une localité située dans la province du Yatanta, frontalière du Mali. Il s'agit d'une des plus graves attaques enregistrées dans le pays. En riposte, l'armée qui s'est montrée incapable d'enrayer la spirale de violence ces derniers mois assure cette fois avoir mené dans la journée des raids terrestres et aériens dans 3 provinces du Nord au cours desquels elle affirme avoir tué 146 djihadistes. L'armée a affirmé aussi n'avoir eu à déplorer que des blessés légers, mais aucune perte en vie humaine lors de cette riposte, ajoutant que les opérations se poursuivaient. Les civils comme les forces de l'ordre paient depuis 2015 un lourd tribut dans les attaques djihadistes. Cette dernière attaque porte à près de 300 morts, le bilan depuis 4 ans. Les attaques sont attribuées notamment au groupe Ansarul Islam et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.